Oui, on le ressent. Je vais en parler juste après. Avec le zen a toujours une très grande défiance par rapport à la recherche des états spéciaux. Mm. Donc ça, c'est un des grands pièges sur la voie, de vouloir des expériences un petit peu exceptionnelles. On le ressent en essayant d'éviter l'attachement à cette quête. C'est très paradoxal le zen, il y a plein de choses comme ça. Alors d'une part, on dit que on a cette phrase qui dit chercher l'éveil, donc chercher un petit peu ce dont vous devez parler, c'est de l'avidité. Ne pas chercher, c'est de l'indifférence. Donc on est toujours un peu entre ces deux extrêmes. Après, dans la pratique, il y a le même sentier octuple, c'est un des enseignements bouddhistes, qui est le samadhi. Donc en japonais, c'est shi, S-H-I, le kanji shi, qui veut dire à la fois concentration et samadhi, absorption. Et c'est l'idée que quand on pratique, on peut décider volontairement d'avoir un objet unique de concentration, comme un focus, qui va, en étant poussé à son acmé jusqu'au bout, en ramenant la conscience de façon de plus en plus précise sur un point, mener à ce qu'on pourrait appeler l'absorption, et qui est aussi parfois décrite par l'extinction. C'est ce moment où la sensation n'a plus de forme, ne peut plus être, n'est plus nommée, n'est plus, est juste, mais même là j'ai du mal à en parler, mais comment dire, une expérience physique, j'allais dire, mais c'est encore en deçà de ce qu'on pourrait dire. Vouloir chercher, même s'il y a une sorte d'intensité de la quête, vouloir trop chercher, c'est mettre son emprise sur. On alterne toujours entre vouloir et lâcher. Il n'y a pas de rejet ou refoulement du désir. Par contre, il y a une attention à avoir sur l'attachement au désir. Vous voyez, cette étape juste après l'émergence d'un désir qui fait qu'on aura envie de le faire se reproduire ou Ah, continuer. mm, C'est à cet endroit-là que la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience ou la pleine présence nous est utile. Dans ma vie quotidienne, du fait de tout un tas de conditions, des contacts que j'ai avec les objets des sens, de mes goûts personnels, ben, il y a des choses qui vont susciter en moi de l'envie, du désir, des choses comme ça. Et quand je suis en méditation, je vais juste le constater de façon neutre, mais sans combattre. Voilà. Là, je vous parle de l'école du zen, parce qu'il y a des écoles bouddhistes un petit peu différentes qui, là, vont se méfier du désir et mhm, plutôt le repousser, peut-être plus en Asie du Sud-Est, le bouddhisme mhm. Theravada. Mais dans d'autres écoles, comme le Mahayana, on ne va pas combattre le désir, mais on va en devenir conscient et ne pas forcément l'alimenter. Voilà, ce qui est pas, pour résumer, ce qui n'est pas dérangeant, ce n'est pas le désir, mais l'attachement au désir. Du plaisir, oui. C'est ce qu'on appelle dans le zen le Jiju Zanmai. C'est une sorte on appelle ça le samadhi, de la joie paisible. Donc c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie pour nous lever le matin, nous donne envie de continuer cette vie-là, hein. Et ça, c'est comme une sorte d'entraînement. Enfin, c'est dans les rouages, hein, ça arrive tout seul. Après, je dis pas que c'est tout le temps là, hein, loin de là. Des fois, ça sonne, le réveil sonne, c'est un peu trop tôt, à vrai dire. Il fait froid dehors, on est bien sous les draps. Voilà, de temps en temps, enfin, de temps en temps, chaque jour dans la journée, il y a des moments qui sont difficiles, qui sont moins faciles, on va dire, que d'autres. Des moments où il faut faire un effort, des moments où à la place d'aller à la méditation, bah, tiens, j'aimerais bien aller continuer à m'occuper de mes chevaux. Vous voyez, il y a un équilibre entre l'envie, parce que cette vie, elle a un sens. Donc ça, c'est vraiment, pour répondre plus directement, c'est ça qui me donne le plus de plaisir. C'est ça a un sens, je suis
tellement heureuse de ce que je fais que voilà, ça n'a pas de prix. Mais quand même, je râle aussi intérieurement chaque jour. Et là, heureusement que j'ai le cadre spirituel, cette discipline. En fait, pourquoi je suis restée dans le monastère, c'est parce que la cloche sonne. Tous les matins, je n'ai pas besoin, moi, de décider de ce que je vais faire. Tous les matins, il y a la cloche et je vais à la pratique, que j'ai envie ou pas envie. Si j'ai pas envie, il y a quelqu'un qui vient me chercher en me disant que c'est l'heure. Et donc ça, c'est super parce que ça va justement créer cette prison douce pour que le chemin spirituel continue sans avoir trop besoin d'autodiscipline. Alors, on n'a pas ce dualisme corps-esprit dans le bouddhisme. Donc, on n'aurait pas d'un côté un esprit pur et de l'autre côté un corps incarné. Ce corps, il est là en fait. Il y a des sensations dedans, il y a une vie, il y a voilà. Donc notre spiritualité, elle passe par la vraie incarnation, c'est-à-dire de donc se libérer du corps, pas nécessairement. On parle nous de corps-esprit. Le kanji qui exprime ça, c'est vraiment une sorte d'unité. Shinjin, corps-esprit, unité. C'est pas aussi dualiste. Et l'observation dont je vous parlais juste avant fait participer le corps et l'esprit ensemble. Ouais, grande Voilà. question. Ben oui. J'attends que quelqu'un vienne nous dire ce qui se passe après la mort. Alors, là, du coup, je ne vais pas pouvoir faire mieux que le Bouddha pour vous répondre. Quand on lui posait cette question-là, il y a le silence du Bouddha. Voilà, il n'a jamais voulu répondre. Et son argument étant que ce qui est important, c'est maintenant. On entend parfois parler de réincarnation, de choses comme ça. Donc ça, c'est dans certaines branches du bouddhisme, notamment dans le bouddhisme Vajrayana, où il y a beaucoup ça. Mais le Bouddha lui-même n'a pas enseigné ce qui se passe au moment de la mort, etc. Alors, en même temps, on ne peut pas dire que ça s'arrête. Voilà, je vais quand même vous dire un petit truc parce que sinon ce serait. En même temps, c'est pas je vis et après il n'y a plus rien. Il y a un processus de cause et conditions. Donc tous ces composants corporels et mentaux et conscience, tout ça continue sa vie. Alors il y a une partie de tout ça qui va s'arrêter parce qu'elle est plus alimentée par l'oxygène. Puis il y a des choses qui continuent et qui vont comment dire, prendre acte ou prendre corps de façon différente dans le futur. Individualiser, ça dépend parce que, comment dire, la conscience en soi, dont on parle dans le bouddhisme, d'ailleurs on parle de non-soi. C'est pas une conscience, il n'y a pas de personnalité fixe qui se réincarne d'instant en instant. Tout est en parfait changement permanent. Donc, ce corps-esprit-là change en permanence en étant relié avec l'ensemble, vous voyez. Du coup, ce qui va avancer dans l'après-vie, on pourrait dire, c'est ce corps, avec ce qu'il en reste, c'est l'interdépendance qui continue, on va dire. Dans le bouddhisme zen, volontairement, il n'y a pas d'enseignement vraiment sur la mort. Et mon maître dit toujours à cette question, c'est comme vous voulez. Oui, on n'a jamais coupé les ponts. Je ne les vois pas très souvent parce qu'on est... j'ai beaucoup d'activités puis qu'on est assez loin. Mais donc j'ai un frère, une sœur, des neveux, une grande famille. Et puis, ils ont toujours été très intéressés par ce que je faisais. Ils sont tous venus ici. Là, justement, cet après-midi, j'ai eu un coup de fil de mon neveu qui est étudiant en musicologie
à Strasbourg et qui a envie de venir faire une retraite au monastère. Voilà, il a 19 ans. Alors, j'étais très sympa. Et donc, il y a un très bon accueil au niveau spirituel. En fait, mes frères et sœurs, j'ai une grande sœur et un petit frère, ont fondé une famille assez vite. Et du coup, moi, on m'a moins mis la pression. Là. Voilà. Bah, réussi, alors, pour peu qu'on puisse réussir quelque chose, hein, mais ce serait une journée pleinement vécue, c'est-à-dire intensément, c'est-à-dire en étant, encore une fois, pas happé dans le mental. Voilà. Le mental, pour un bouddhiste, c'est pas l'ennemi, hein, mais on a une possibilité de vivre autrement que dans ce monde virtuel à l'intérieur de la tête. Cet après-midi, j'étais avec des retraitantes là, à la ferme Kibo. On coupait du bois, voilà, et il y avait plein d'oiseaux. On aurait très bien pu couper du bois en pensant à où est-ce qu'on devait le ranger, ou en pensant qu'est-ce qui se passe si je rentre à la maison, ah c'est super d'être dans la forêt, on a plein de trucs. Un moment réussi à ce moment-là, c'est le moment où entendre à nouveau les oiseaux, c'est-à-dire être à nouveau dans la présence. Et ça, c'est du matin au soir. Il n'y a pas donc des degrés avec des animaux en dessous de l'humain. Donc pour moi, alors je vais vous dire, pour moi, c'est mes maîtres du moment présent, parce qu'ils ont cette capacité de, de présence spontanée aux choses. Voilà. J'apprends beaucoup à travers les animaux et j'en parle aussi beaucoup dans les livres, parce qu'il n'y a pas une représentation mentale chez l'animal, en tout cas je pense aux chevaux là précisément, mais il n'y a pas une représentation mentale de l'autre. Et donc ça donne un rapport humain ou un rapport d'animal à animal super intéressant. Quand je vais voir Eftur, c'est un cheval dont je m'occupe plus particulièrement, il ne sait pas, lui, que je suis non-bouddhiste, que j'écris des livres, il ne sait pas où j'étais avant, il s'en fout, je pense, ni ce que je vais faire après. Et donc, chaque fois qu'on se rencontre, c'est une sorte d'incandescence, enfin, une rencontre précise. Donc, il y a ce rapport-là qui est intéressant d'un point de vue bouddhiste. L'autre chose, c'est l'envie, quand on parle d'interdépendance, naît très rapidement l'envie, le besoin, comme valeur essentielle, de protéger ces vies-là. C'est-à-dire de faire attention à la vie animale. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont végétariens. Moi, je suis végane vraiment par conviction. Oui, l'idée d'essayer de faire du temps qui reste quelque chose de beau et de vibrant. Donc pour moi, par la protection de la nature autant que possible, par le soin aux animaux, par le respect, comme on le disait, je suis une citadine. Et j'ai commencé à aller dans la forêt il y a très peu de temps. En habitant dans le monastère, c'était un monde étrange pour moi, la nature. Et ça date de 7-8 ans où j'ai commencé à m'intéresser à cet autre univers, enfin, cette magie. Et donc la ferme, elle est là pour donner envie à d'autres personnes de protéger les animaux, de protéger la nature, de trouver comment jardiner ou prendre soin de la terre, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, à travers les principes de la permaculture, sans mettre une emprise sur le vivant, mais en faisant toujours très attention à ce qu'on prend, à ce qu'on donne. Ça passe par la réduction de la consommation, c'est-à-dire de réfléchir avant chaque achat sur l'impact que cet objet aura au niveau climatique. On a des zones de stockage, on jette rien, donc on garde
petits trucs en plastique, en fer et tout, avec l'idée de recycler au maximum les éléments. Et là, on a la chance d'avoir sur place un vieux monsieur de 89 ans qui s'appelle Lothar. C'est les anciens propriétaires qui habitent toujours sur place. Et lui, il n'a jamais rien jeté. Donc, son garage, son garage, c'est même plus c'est un immense endroit. C'est une caverne d'Ali Baba. Et surtout, il sait tout réparer. Donc, il nous apprend, là, enfin, moi, j'apprends tout, conduire le tracteur, utiliser la tronçonneuse. Et cette vie-là, elle est au plus près des éléments et au plus près, je pense, du respect au vivant quand on part du principe que vivre, c'est déjà mettre une empreinte sur l'environnement. Oui, 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 bien sûr. En fait, quand on est autant d'heures devant un mur, on connaît nos réflexes spontanés, vous voyez, ou si on a des jugements sur les choses, ils apparaissent avec tellement de clarté qu'après, dans la vie quotidienne, il y a deux choses qui se passent. C'est soit on peut en prendre conscience en temps réel et décider consciemment, volontairement, de ne pas suivre ce jugement et de recréer une ouverture à la personne telle qu'elle, en dehors des apparences, en dehors de ce qu'on pourrait dire des préjugés, soit simplement à force de pratique, les jugements n'apparaissent même plus. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a aussi parfois jugement, mais la prise de conscience immédiate est lâchée. Et sinon, ça apparaît plus parce que ce mouvement de méditation, il est un centrage, mais il est aussi le deuxième élément, c'est l'ouverture. Et donc, dans cette ouverture, l'autre est là. Hein. C'est même plus un autre, d'ailleurs. Maître Wangen, que je citais déjà souvent, mais nous disait, si quelles seraient les conditions pour dire que j'ai réussi une pratique, c'est quand on sort de la salle de méditation, comment est notre premier rapport humain? Il est confiant, ouvert, ou est-ce qu'on se remet? Et aussi, je dirais, par rapport à soi, parce que les gros jugements et la capacité d'autodévalorisation, de culpabilité, toutes ces choses très pesantes disparaissent aussi ou bien sont beaucoup moins fortes. Et aussi cette idée que, comment dire, même s'il y a jugement ou même s'il y a colère ou toutes ces émotions qu'on dit perturbatrices, c'est pas grave. On peut aussi entrer en amitié avec ces émotions-là qui apparaissent pour des raisons physiologiques, des raisons d'éducation, des raisons de lecture ou tout un faisceau d'indices, que ces émotions qu'on appelle perturbatrices, elles ont leur place et simplement on va en prendre conscience mais ne pas les suivre. Et ça, c'est un point clé parce que du coup, on peut vraiment ce qu'on appelle entrer en amitié avec tout, pas seulement ce qui nous plaît, mais aussi ce qu'on n'aimerait bien pas voir. Jusqu'à 100 ans, c'est bon. En fait, il va falloir, comme vous allez le faire, venir sur place, voir déjà si le rythme quotidien vous convient, des choses comme ça. Hein. Et puis après, l'ordination de ce qu'on appelle nous tokudo, c'est moine ou nonne. Ça va demander quand même un peu de temps de pratique, le temps de laisser un peu mûrir sa conviction, etc. Et après, ça va être, vous pourrez décider, enfin, le maître spirituel qui vous accompagne décidera du moment où vous êtes prêt. Alors, le maître spirituel, je l'ai choisi, c'est difficile de savoir pourquoi. Oui, pour deux choses. Déjà parce que c'est quelqu'un avec une très grande énergie, qui n'a pas froid aux yeux, qui
aime prendre des risques, avancer, faire des projets novateurs avec beaucoup d'énergie comme ça. Et c'est communicatif. Donc, j'avais besoin de ça. Il a une extrêmement grande confiance dans la pratique spirituelle, dans le zazen. Et c'est ce qui m'a transmis en fait à travers toutes ces années. Une confiance. Et aussi, c'est quelqu'un... voilà, moi, ça fait que 20 ans que je le connais, mais ça fait 40 ans, peut-être même 50 ans maintenant qu'il pratique, qui a toujours pratiqué, donc tous les jours, matin, soir, quelles que soient les conditions, qu'il soit fatigué, quel que soit son emploi du temps, il va à la salle de pratique. Donc ça, c'est vraiment un ancrage très, très fort et un exemple incroyable quand on aurait une motivation qui faiblit. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est oui, solide comme une montagne. Donc, c'est ce qui m'a fait choisir. Et aussi, et ça, je m'en suis rendu compte plus tard, donc j'avais eu un super bon instinct, je pense, c'est que ça lui est complètement égal, mais complètement égal, de nous faire plaisir, ce qu'on pense de lui, il s'en fout complètement. C'est-à-dire, il a des disciples, beaucoup, mais il n'en a pas besoin. Et donc, au niveau de l'attitude intérieure en tant que maître, c'est génial parce qu'il va pas prendre 4 chemins pour nous dire nos vérités ou beaucoup de choses qui vont nous déplaire. Moi, au cours de notre relation maître à disciple, plein de fois, j'ai été cueillie par surprise ou pas, mais dans des endroits où j'avais pas du tout envie d'aller. J'ai pas reçu les réponses que je voulais. Je recevais pas ce que je demandais. Et c'était très intéressant parce que lui était détaché complètement au niveau affectif, reconnaissance. Il s'en fout complètement. Et donc ça, c'est un super guide spirituel. Voilà. Alors, il y a eu 3 livres. Le premier sur le silence. Voilà. Donc, bien sûr, l'envie de partager, mais aussi le silence. Je m'étais rendu compte de toutes les variations autour du silence et de toutes les manières d'accéder au silence intérieur. Donc, il a été assez facile à écrire ce livre comme un peu téléguidé. Et il était sorti chez First Édition. Et ce livre-là, il a été traduit en 16 langues. Donc, ce qui m'a donné l'occasion de voyager à l'époque où je prenais encore l'avion. Parce qu'après, j'ai eu une prise de conscience encore plus forte au niveau climatique. Et maintenant, je ne prends plus l'avion. Mais à l'époque, donc, je suis allée en Chine, au Mexique, enfin, aux 4 coins de la Terre. Le deuxième livre, qui s'appelle « À la recherche du temps présent », c'était l'envie de proposer aux lecteurs des pistes pour la spiritualité du quotidien, donc en mettant à la place des gens qui ne sont pas dans les monastères. Donc, chaque chapitre, c'est un rituel, une façon d'amener une ouverture à l'infini dans notre vie, donc en décrivant des rituels, soit qui sont de ma tradition, soit des choses qui sont utiles pour ouvrir ses perceptions. Et le dernier livre, Danser au milieu du chaos, pourquoi je l'ai écrit j'avais envie d'un témoignage encore plus concret et précis sur les difficultés qu'on peut avoir sur une voie spirituelle. Et j'avais envie de parler, voilà, et surtout de donner des clés ou proposer des clés pour cette période difficile dans laquelle on est. Voilà, c'est une sorte de manuel de vie quotidienne, comment on fait alors que y a le monde tel qu'on est en train de le voir évoluer. Ça me préoccupe beaucoup, tout ce qui est aussi l'éco-anxiété, une manière d'être, les angoisses de notre époque. Et donc, voilà, de proposer ça à travers des livres, puis je le fais aussi sur des formations. Alors, du point de vue évolution de l'être humain, je suis très inquiète. Voilà, dans notre évolution. Parce qu'on avait déjà cette capacité à vivre dans le monde virtuel de nos pensées. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très difficile de s'extraire de notre
notre monde intérieur, on pourrait dire. Mais maintenant, ça s'est décuplé par le monde virtuel, Internet, le métavers, etc. Et donc, voilà, quand on est devant un écran, quelle que soit l'activité qu'on soit en train de faire, il y a la vie qui circule en nous. Il y a ce qu'il y a sur l'écran va nous susciter en nous des émotions, une vie corporelle, mais qui n'est pas vue. On est tellement pris et happé par le fil d'actualité Facebook qu'à chaque nouvelle, il y a quelque chose qui est animé dans le corps, mais ça reste, comment dire, dans l'inconscient. Et ça donne des personnes qui n'ont plus l'habitude de se colter au réel, qui sont fragiles, il n'y a plus d'axe. C'est vraiment comme si on était devenu vraiment qu'un imaginaire. Voilà. Et oui, ça m'inquiète. Pendant quelques années, j'ai pensé qu'il était possible de travailler sur l'ordinateur en conscience. Je pense que c'est extrêmement difficile et que pour l'instant, la solution que j'ai, c'est d'éteindre. Voilà. Parce que déjà, le monde tel quel, il nous happe, mais alors le monde virtuel nous happe encore plus parce qu'il sollicite le circuit de la récompense. Donc, cette distraction permanente des neurones qui va aller chercher toujours quelque chose de plus sympathique, de plus gratifiant, du plaisir, etc. Et donc, on perd complètement, on le voit après, les personnes en question sont de plus en plus impatientes, ne supportent plus la frustration et ne savent pas quoi faire avec leur corps, leurs émotions et la vie réelle. Donc, je suis inquiète et en même temps, ici au monastère et à la ferme, c'est pareil, on a de plus en plus de jeunes, mais très jeunes, moins de 25 ans. Donc, on pourrait dire maintenant, on est à moitié-moitié. Je pense qu'il y a aussi chez cette génération une prise de conscience qu'il y a un bug. Et ils arrivent ici, alors un peu pas alignés du tout, hein, des corps très minces et puis un peu comme des araignées, comme ça, je les vois. Et ils ont envie ils restent. En fait, ils viennent souvent pour une semaine et après, quelques mois plus tard, ils sont encore là. Et je pense qu'ils sentent qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Cette génération a aussi pour elle une très grande conscience écologique nécessairement, qui leur fait quand même sortir du virtuel pour aller faire des choses. Donc, restons optimistes. J'aime bien quand vous dites coiffer. Parce que généralement les gens disent raser, mais coiffer, je me dis tiens, finalement j'ai quand même une coiffure. Voilà. Alors raser la tête. Donc ça c'est aussi traditionnel quand on devient moine ou nonne et qu'on habite dans les monastères, c'est-à-dire qu'on est toute la journée en habit religieux. Les moines et nonnes qui sont dans le civil, alors pour les hommes, ça, c'est recommandé de garder la tête rasée. Pour les femmes, on peut avoir les cheveux courts parce que raser, ça peut faire étrange, vous voyez, c'est pas très. Surtout si on est habillé en civil avec la tête rasée, je pense aux infirmières ou aux gens qui ont d'autres activités. Donc les femmes gardent les cheveux courts. Ça symbolise en fait le rasage de la tête. On le fait chaque semaine, à peu près. Ça symbolise couper les attachements. Voilà. Donc à chaque fois enfin, on essaye, hein, mais ça repousse. Hein. Et donc, chaque semaine, on a un petit rituel comme ça où on re-rase. Et moi, je dois dire que ce moment-là, il est assez magique parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de repartir à zéro. Et c'est très, très enthousiasmant à faire. Voilà, c'est la symbolique de cette coiffure, de ma coiffure. Ensuite, ce que je porte autour du cou, voilà, vous voyez, c'est un rakusu. Ça s'appelle un rakusu. C'est la version petite du vêtement bouddhiste. Vous savez, souvent les moines et nonnes ont une grande toge sur l'épaule. Voilà. Et quand on travaille ou quand on voyage, etc., on porte cette petite version
qui est en fait le kessa, et c'est formé de pièces de tissu rassemblées, cousues à la main, etc. Et dans le zen, on a une très grande tradition pour la couture de ces vêtements, au rythme de la respiration, de façon très lente, et chacun coud son propre vêtement. Les habits de pratique, le reste, pour les moines et nonnes et pour les laïcs qui viennent, c'est évidemment de style japonais, vous voyez, avec le col croisé, parce que c'est la tradition qu'on a reçue. Et aussi, je dois dire à l'usage que c'est très pratique, hein. Alors, ça va dépendre des entreprises, hein, ou des administrations. Ça va dépendre de la demande. On conçoit le programme ensemble, hein. Alors, je suis intervenue dans une administration qui s'occupe des très, très grosses structures qui s'occupent des personnes handicapées. Et là, j'allais pour le personnel soignant. C'était vraiment de quelle manière la connaissance de soi à travers la méditation formelle ou des formes de méditation en action qu'on a aussi dans notre pratique peut aider à apaiser le stress et les émotions. Ça, c'était essentiellement la pratique chez ces personnes. Ensuite, je suis intervenue dans des grosses entreprises auprès des senior managers, les gens qui dirigent les équipes. Et là, il y avait un besoin comment je pourrais dire, de force intérieure, enfin de trouver le calme, trouver un centrage comme il y a dans les arts martiaux, hein, trouver une manière d'être plus ancrée pour pouvoir comment dire, répondre à ces responsabilités qui sont par ailleurs assez intenses. Et là, moi, je leur avais proposé un deuxième volet, parce que là, c'était des messieurs d'une cinquantaine d'années. Et puis, il y avait l'idée de force, ça leur avait bien plu, hein, parce que j'avais présenté ça dans... Mais ce qui était inattendu et qui les accueillit un peu comme ça par surprise, c'est qu'en fait, pour accéder à la vraie force, il faut aller accueillir ses failles. Et donc, moi, j'ai proposé pas mal de pratiques pour pouvoir être connecté à aussi ces endroits non réalisés ou pas encore, ou ces endroits différents que généralement on essaye de ne pas voir. Bon, je l'ai amené un peu délicatement comme ça. Et du coup, de sentir que c'est avec cette traversée-là qu'il y a un ancrage et une force qui est derrière. Voilà, ça, c'est les techniques des samouraïs qui allaient... Ah, j'ai pas étudié cette question. J'ai lu, c'est intéressant, hein. Je vais l'étudier, merci. À titre personnel, je pense que oui, comment dire, il y a une nécessité d'évolution, de faire la marche suivante, en prenant conscience d'un nouveau paradigme d'humanité qui est proposé par le bouddhisme et par d'autres spiritualités également, qui est « je ne suis pas ce mental ». Et je pense que ce pas en arrière, ça va nous donner l'étape suivante d'évolution. Là, c'est point de vue perso, hein, c'est pas stamp bouddhiste. Mais j'étudierai, ouais, pour la prochaine fois. Alors, oui, oui et non, il n'y a pas une sorte de futur prédéterminé sur l'évolution qui serait négatif, hein. Il n'y a pas ça. Par contre, dans le discours de base du Bouddha, c'est-à-dire dans les 4 nobles vérités, il y a cette idée de sauver, c'est-à-dire d'apporter un message. On parlait de Bouddha comme le grand médecin. Et donc, quand il a proposé ses enseignements, c'était avec cette idée d'aider la société de l'époque, d'aider les êtres humains, de leur permettre de trouver les outils pour évoluer différemment. Mais par contre, il n'y a pas de prédestination ou de prédiction sur un futur catastrophique. Voilà.
Et il n'y a pas de mal en soi. Ça, c'est aussi important dans le bouddhisme. C'est-à-dire que le mal ou l'inadapté, l'inadéquate va dépendre des causes et conditions du moment. C'est pour ça qu'en général, le bouddhisme ne se prononce rarement ou ne donne pas d'instructions sur des grandes questions de société comme l'euthanasie ou bien l'avortement ou ces choses-là qui animent la société. Parce que en général, les bouddhistes ont beaucoup de mal à donner une norme parce que ça dépend. Voilà, il n'y a pas de dogme à ce niveau-là, commun en tout cas. Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci pour vos questions et à tous une bonne vie. Alors voilà, c'est un chant pour le Bouddha et pour tous les Bouddhas qui étaient là ce soir. Om Shi Sakanyurai Nam Om Shi Sakanyurai. Merci, Kankyo. Bravo, c'était Merci, Kankyo. Merci beaucoup, Merci. Kankyo. Eh bien, Merci à tous. oui. Continuons sur ces bonnes vibrations et augmentons-les pour que l'état du monde puisse prendre conscience que la vie est belle et qu'elle peut être absolument enthousiasmante dans les relations que nous avons entre nous.